Comment favoriser l'employabilité des jeunes? Une question qui taraude. Pour répondre à cette interrogation, il est évidemment important vraiment d'essayer de voir les voies et moyens à entreprendre pour réduire la question du chômage qui se pose avec acuité et également promouvoir un développement durable en répondant aux besoins du marché du travail. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons choisi de discuter de ce thème, jeunes et emploi, l'inclusion par la formation adaptée. Alors bonjour et bienvenue dans l'émission Impact, ce tout nouveau numéro donc, qui reçoit aujourd'hui l'éminente microbiologiste et virologue, enseignante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle fait également de la recherche, de l'innovation. Elle donne également des conseils scientifiques. Elle est également recteur de l'université Sine Saloum. Je veux tout simplement nommer le professeur Koumba Touré Kane. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Merci beaucoup, M. Sarr. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission au cours de laquelle nous allons parler de l'employabilité des jeunes. Je suis l'actuel recteur de l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, qui est une université à vocation agricole, une université multicampus qui est située au niveau des 3 régions administratives, la région de Kaolack, la région de Fatick et la région de Kaffrine. Et c'est une université qui forme des étudiants et qui a adopté l'approche professionnalisante. Merci beaucoup, professeur, pour ces précisions. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous êtes dans Impact, notre plateforme d'idées et solutions entrepreneuriales africaines. Alors justement, aujourd'hui, nous recevons professeur Koumba Touré Kane, recteur de l'université Sine Saloum. Alors justement, pour parler de jeunes et emploi, l'inclusion par la formation adaptée. Alors professeur, vous nous avez donné une brève présentation. La première question consiste à savoir, est-ce que vous pouvez également nous parler d'une manière très succincte de vos expériences personnelles en matière d'éducation et de formation qui ont façonné votre parcours jusqu'à votre position actuelle? Moi, je suis au pur produit de l'école sénégalaise. Je fais toute ma formation jusqu'à mon doctorat d'exercice au niveau de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie. Et après, je suis partie me spécialiser. Et même la spécialisation, je n'ai pas quitté le Sénégal. J'ai opté pour l'option sandwich. Et j'ai fait ma spécialisation en France, à l'université de Montpellier, mais également à l'université de Paris, Paris Diderot et à l'Institut Pasteur de Paris. Et à Montpellier, j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'IRD, l'Institut de recherche et de développement. Et c'est là où j'ai fait ma thèse de PhD en sandwich avec l'université Cheikh Anta Diop. Et après ma thèse de PhD, j'ai eu un poste pour être enseignant. Et auparavant, durant mon cursus en formation, parce que j'ai fait la pharmacie, option biologie, et j'ai été interne des hôpitaux de Dakar. Et quand j'ai été interne des hôpitaux de Dakar, j'ai été dans le service de bactériologie virologie avec le professeur Suleiman Bou, qui a eu confiance en moi et qui a très tôt eu à me confier des travaux de recherche. C'est très important. Alors, professeur, on va entrer un peu dans le vif du sujet. Selon vous, quelles sont les principales vraiment problématiques liées à l'emploi vraiment des jeunes au Sénégal et en Afrique surtout? Au Sénégal, il faut qu'on regarde la population. Nous avons une population qui est relativement jeune. Et cette population jeune, on peut dire que c'est un dividende démographique que nous devons vraiment utiliser à bon escient. Quand on parle d'une population où les 60% ont moins de 24 ans, on vous dit que les 70%, voire plus, ont moins de 35 ans. Nous devons repenser les types de formation que nous délivrons et nous devons revoir l'écosystème entrepreneurial. Et je peux donner l'exemple de l'université du Sine Saloum
El Hadj Ibrahima Niass. C'est une université certes jeune, c'est l'une des dernières nées des universités publiques du Sénégal. C'est une université logée dans le bassin arachidien. C'est une université qui forme à l'agriculture et aux métiers connexes. J'ai l'habitude de dire que c'est une université qui va de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table et de l'halieutique à l'assiette. Pour montrer que vous devez étudier la chaîne de valeur au niveau de l'agriculture et des métiers connexes, que ce soit l'élevage, la pêche, l'aquaculture, les énergies renouvelables, la transformation. Nous devons vraiment étudier toute la chaîne de valeur. Et au niveau du Sénégal, généralement, quand on sélectionne un produit, je donne juste l'exemple de l'arachide. Ouais. On n'étudie pas l'arachide sur toute la chaîne de valeur. Il y a des sous-produits de l'arachide qui ne sont pas utilisés. Je donne l'exemple, les cônes d'arachide sont rarement utilisés au Sénégal. Alors que nous, au niveau de l'université, les étudiants sont arrivés à transformer cette cône d'arachide en charbon, un charbon végétal utilisable dans les cuisines. Ce charbon végétal a participé à la lutte contre la déforestation. Ce charbon va contribuer au changement, à la lutte contre le changement climatique. Et ce charbon végétal va créer un emploi parce qu'il y aura des personnes qui vont collecter les coques et qui vont les transformer en charbon végétal. Juste un exemple. Donc, il faut qu'on repense notre écosystème entrepreneurial. Et tous les produits que nous avons, les produits naturels, ce sont des atouts que nous avons devant nous. Et nous devons vraiment étudier toute la chaîne de valeur, toutes les filières, la filière mangue, la filière anacarde, toutes les filières, nous devons vraiment nous étudier de fond en comble pour voir tout ce qu'on peut mettre comme opportunité qui peut créer des emplois pour les jeunes. Et là, donc, juste pour vous dire que nous devons repenser la façon de former nos jeunes. Parce que l'enseignement généraliste, on a formé beaucoup de généralistes. Maintenant, nous devons regarder quels sont les métiers que nous n'avons pas. Parfois même, vous voulez faire une petite tâche de plomberie, mais vous n'avez pas à portée de main un plombier qui a la formation appropriée. Il a été formé sur le tas, il a certes certaines connaissances, mais avec l'évolution technologique, parfois il y a des équipements qu'on a dans les maisons actuellement que ce plombier n'arrive pas à corriger ou à mettre en place. Donc, il y a des niches qui sont là. Nous devons repenser ces niches. Et dans la formation, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a actuellement ce qu'on appelle les ISEP, les instituts de formation professionnelle. Vous en avez à Thiès, à Diamniadio, à Richard Toll, et l'objectif, c'est d'avoir un ISEP au niveau de l'ensemble des régions du Sénégal. Vous l'avez évoqué, peut-être creuser en profondeur. Vous avez dit que la formation adaptée est essentielle, vraiment pour l'inclusion des jeunes sur le marché du travail. Justement, professeur, comment pouvons-nous véritablement encourager les jeunes à choisir des formations pertinentes et adaptées aux besoins actuels du marché? Oui, je crois que l'exemple de USEN peut servir parce qu'au niveau de USEN, les filières de formation que nous délivrons ont été sélectionnées sur la base d'une enquête. Une enquête auprès du monde socio-économique pour voir quels sont les besoins de ce monde socio-économique. Et on ne s'est pas arrêté là. Les maquettes de formation, elles ont été construites, co-construites avec ce monde socio-économique parce qu'eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Par exemple, si nous devons former dans l'audiovisuel, vous allez me dire quels sont les métiers au niveau de l'audiovisuel que vous n'avez pas. Et ensemble, nous allons réfléchir. Ce type de métier, qu'est-ce qu'il faudrait? Quelles sont les compétences? C'est l'approche par compétences. Quelles sont les compétences que ces jeunes doivent acquérir durant cette formation? Et l'approche par compétences doit être vraiment de mise dans toutes les formations. D'accord.
Et tout à l'heure, lors de la présentation, vous nous parlez également d'instituts de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. C'est comme ça, il est certain. Alors, à travers votre travail ou bien expérience, vous avez contribué à l'épidémiologie moléculaire, sûrement, du VIH. C'est comme ça, et à l'accès également à la charge virale dans plusieurs pays. Comment ces efforts ont-ils un impact sur l'emploi, vraiment, des jeunes et la santé publique, professeur? Oui, l'impact que ces efforts ont eu, c'est former des jeunes qui sont outillés pour utiliser les nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, actuellement, quand l'OMS a demandé à ce que les pays mettent en place ces nouvelles technologies, c'est ces jeunes qui avaient déjà ces compétences qui étaient les premiers à être employés dans ça. Mais il faut qu'on aille au-delà d'un travail salarié. Il faut qu'on implique à nos jeunes la notion d'entreprendre. Par exemple, nous, au niveau de l'Université de Saint-Louis, on dit à nos jeunes qu'ici, apprendre règne avec entreprendre. Et dès la première année, on leur inculque vraiment des notions et on met en place une culture entrepreneuriale. Et pour accompagner cela, on a mis en place un incubateur. On favorise chez les étudiants vraiment la formation de coopératives, un regroupement sous forme de coopérative ou un regroupement sous forme de GIE, groupement d'intérêt. On les accompagne pour qu'ils arrivent à avoir les papiers nécessaires par rapport à leur GIE ou bien par rapport à leur coopérative. Et l'incubateur les accompagne depuis l'idéation jusqu'à la maturation. C'est important. Et donc, c'est ça qui est important. Et l'autre chose également, c'est que quand un jeune a une idée qui peut créer une entreprise, il doit y avoir des facilités pour l'accès au sein, l'accès vraiment au financement. Et cet accès au financement va lui permettre vraiment d'avoir son entreprise. Et la mise en place de l'entreprise doit être également accompagnée par des stratégies, parce que un jeune qui a pu accéder à un prêt, par exemple, pour ouvrir une entreprise, et dès la première année, on lui demande de payer des charges fiscales. Ça peut être très lourd pour cette jeune entreprise. Il faudrait qu'il y ait des canaux vraiment d'accompagnement et de suivi de ces jeunes et de voir comment ces charges fiscales pourront être échelonnées et pour ne pas peser très lourd dès la première année pour être une source de démotivation. D'accord. Alors, professeur, pour appuyer un peu la précédente question, vous avez également supervisé de nombreuses évaluations dans les pays africains. Pouvez-vous partager une expérience particulièrement significative où la recherche a conduit véritablement à des changements positifs dans la société? Oui, l'exemple fatal que je vais dire, c'est la charge virale du VIH. Parce que quand on commençait le traitement de l'infection à VIH, les gens traitaient de façon aveugle. On n'avait que quelques paramètres biologiques qui ne permettaient pas d'apprécier réellement l'efficacité du traitement. Et nous, on s'est dit que le papillomavirus, peut-être beaucoup de jeunes ne connaissent pas le papillomavirus, c'est ceux qui ont eu à faire l'école primaire en utilisant l'encre, qui connaissent le papillomavirus. Parce qu'on utilisait le papillomavirus pour essorer l'excédent au niveau de la plume. Donc, nous, on a pris le papillomavirus et sur ce papillomavirus, on a mis les taches de sang. On a évalué la charge virale sur ces papillomavirus. Et ces papillomavirus ont donné les mêmes résultats que le prélèvement qu'on avait pris au niveau du beaucoup de chez l'individu. Et l'intérêt de ce papillomavirus, c'est de faire le prélèvement dans une zone assez lointaine et l'envoyer au niveau du laboratoire qui détient
le matériel nécessaire pour la réalisation de la charte virale et d'apprécier l'efficacité du traitement. Et c'est comme ça qu'on a eu à faire le passage à l'échelle de la charte virale au Sénégal et dans les pays qui sont les pays voisins, comme la Guinée, comme le Mali, où les avons accompagnés. Belle expérience en tout cas. Alors, professeur, quels sont également, vous personnellement, vos projets futurs, je dirais même, et vos objectifs pour renforcer l'inclusion des jeunes dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur d'une manière générale? Oui, pour créer vraiment cet écosystème entrepreneurial, au niveau de l'Université du Sine Saloum, j'ai lancé le prix de l'innovation pour challenger les jeunes en leur disant que vous devez réfléchir aux problématiques qui sont autour de nous et essayer d'utiliser vos connaissances et proposer des solutions. Et les jeunes, ils sont assez ingénieux. Il faut qu'on les écoute le plus souvent. Il faut qu'on prenne en compte leur appréciation des problèmes. Il faut qu'on tienne en compte également leur proposition de solutions. Parce que les jeunes, on a lancé le premier prix cette année, on l'a fait le 26 juillet passé, et c'est le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat qui était le parrain de la première édition. Et les jeunes nous ont montré, durant cette phase finale, que beaucoup de solutions peuvent être apportées pour améliorer et moderniser notre agriculture. Et ce qu'on a fait dans le domaine de l'agriculture, on peut le faire, on l'a fait également dans le domaine de l'élevage. Parce que dans le domaine de l'élevage, souvent, le problème qui se pose quand un éleveur a un bétail qui est malade, souvent, les posologies lui posent problème parce que ça dépend du poids de la bête et ils ont du mal à apprécier cela. Les jeunes qui sont dans le numérique et les jeunes qui sont dans le département des sciences et technologies de l'élevage ont conjugué leurs efforts et ont pu nous donner une solution que le paysan, l'éleveur qui est dans n'importe quelle localité au niveau du Sénégal et même au-delà peut, avec son téléphone portable, avoir un QR code qui lui permet d'apprécier le poids de l'animal et donner la dose de traitement idéal pour la bête qui est malade. Justement, en termes de solutions, professeur, quels conseils prodigueriez-vous aux jeunes étudiants et chercheurs en herbe qui aspirent vraiment à suivre vos pas et à faire vraiment une différence dans le domaine, je dirais même, de la recherche scientifique et de l'innovation? La première chose, c'est l'audace. Il faut être audacieux quand on veut entreprendre. La deuxième chose, c'est la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et aller de l'avant. Troisième chose, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que chaque échec est une opportunité. Il faut apprendre de son échec et voir quelle est la valeur ajoutée. Qu'est-ce que l'échec m'apporte par rapport à là où j'étais. Et donc, vous voyez qu'il y a un avancement. Et tout cela doit être consolidé dans le prochain projet pour les années. C'est important. Également, comment pouvons-nous, en tant que société, encourager et soutenir activement l'inclusion des jeunes dans le monde du travail? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on dresse la liste des métiers manquants. Et il y en a énormément. Et des métiers qui ne demandent pas des formations longues. Vraiment, des formations. L'individu a les compétences requises pour pouvoir aller solutionner les problèmes. Et il faut aussi que le monde socio-économique et que les jeunes eux-mêmes soient au cœur de la résolution de l'ensemble de ces problèmes d'emploi que nous avons au niveau du pays et au niveau africain de façon globale. Parce que le cas du Sénégal est également le cas des autres pays africains. C'est intéressant. En tout cas, merci pour vos précieuses contributions. Mais avant de conclure, y a-t-il un message, professeur, spécifique, je dirais même,
que vous aimeriez transmettre aux jeunes décideurs, surtout, qui écoutent cette émission? Ce que je veux dire aux jeunes, c'est qu'on peut rester au Sénégal et y réussir, et très bien réussir dans ce pays. Et on peut entreprendre au Sénégal et on peut avoir au Sénégal des entreprises florissantes. Croyons en nous et développons ce pays. Le développement de ce pays est entre nos mains et surtout entre les mains des jeunes. Les mains des jeunes, ces jeunes qui seront demain les gouvernants, les décideurs de ce pays. Croyez en vous. Et ce que je dis également avant de quitter, ça, c'est à l'endroit des responsables de structure. Souvent, nous recevons des demandes d'emploi et les gens ne répondent pas à ces jeunes qui sont en quête d'emploi. Même si vous ne pouvez pas recruter les jeunes, répondez-lui poliment en lui disant que présentement, la société n'a pas besoin de tel profil, mais nous avons pris votre CV. C'est réconfortant pour le jeune. Mais un jeune qui a fini sa formation, qui envoie 20 CV dans 20 structures différentes, sans aucune réponse, ce jeune, s'il voit une pirogue, il va prendre la pirogue. Donc, nous devons tous, ensemble, la main dans la main, lutter contre cette immigration irrégulière. Et en faisant, en aidant la jeunesse qui est là à côté de nous, en l'accompagnant, en l'encourageant et en trouvant des solutions pour le développement de votre pays. Et c'est possible. Il faut qu'on y croie et avec l'aide du Tout-Puissant, on va y aller. Alors, votre mot de la fin, nous, on va vous orienter un peu. Vous êtes dame, scientifique surtout, au moment où on parle de jeunes filles qui épousent la science. Donc, un mot sur les filles et la science. Oui, les filles et la science, bon, les filières scientifiques de façon globale, on voit un déclin des jeunes qui vont vers ces filières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut que les jeunes n'aient pas peur de ces filières scientifiques. Parce que dans la vie, tout est science. Moi, j'ai toujours dit que les filles, les femmes sont des scientifiques innés. Parce que notre filière nationale, c'est de la science. C'est un raisonnement mathématique qui nous permet d'avoir notre filière. Pour faire le bon dosage, c'est la science. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de sel, il n'y a pas beaucoup d'huile, il n'y a pas beaucoup de tomates. Tout est équilibré pour que Guy Bissar soit content à table. C'est de la science et c'est un bon raisonnement mathématique. Donc, les filles, n'ayez pas peur. Vous êtes des scientifiques innés. Continuez, lancez-vous. Et le pays a besoin de vous comme scientifique pour son développement. En tout cas, professeur Coumba Touré Kane, merci. C'est moi qui vous remercie, Gibril. Merci beaucoup. C'est un honneur de venir ici et de voir des jeunes qui sont là à entreprendre pour le développement de notre pays. L'entrepreneuriat, c'est une voie. Il suffit de croire. Et si on croit en cet entrepreneuriat, on peut réussir. En tout cas, je vous félicite et vous encourage et vous pousse à aller de l'avant. Et prie pour que Synapse soit dans toute la région du Sénégal. Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous aussi, nous vous remercions, professeur Coumba Touré Kane, qui est vraiment, comme j'ai commencé à le dire, éminente microbiologiste et virologue, enseignante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle fait de la recherche, elle fait de l'innovation, des conseils également scientifiques. Elle est recteur de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. En tout cas, elle était aujourd'hui l'invitée de l'émission Impact sur Synapse TV, où on parlait de jeunes et emploi, l'inclusion par la formation adaptée. Donc, Impact qui est véritablement notre plateforme d'idées et des solutions entrepreneuriales sénégalaises, africaines. Donc, j'espère que l'émission vous a plu. On vous donne rendez-vous très prochainement pour notre numéro de cette émission Impact. Mais d'ici là, restez branchés et scotchés et jamais déconnectés sur synapsetv.com. Merci, au revoir et à la semaine prochaine, s'il plaît, au bon Dieu. Merci.